Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la SITF, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Nous allons vous présenter cette technique et les phénomènes physiques sur lesquels elle s'appuie. Nous allons vous l'expliquer physiquement, mathématiquement et vous donner ses intérêts, tout cela le plus clairement possible. La spectroscopie est une technique permettant d'identifier des molécules dans un milieu ou un composé. Cette technique est ancienne et au XIVe siècle déjà, on commençait à en voir les prémices, avec par exemple l'étude de la dispersion de la lumière par l'allemand Thierry de Friberg, venu en France pour l'étudier. Cette technique consiste en l'étude du spectre des rayonnements électromagnétiques ayant été absorbés ou émis par un objet. De nos jours, on retrouve la spectroscopie dans pratiquement tous les domaines de la physique. La plus connue est certes l'astronomie, mais cette technique est aussi utilisée par exemple en imagerie médicale. Cette méthode est donc particulièrement appréciée car elle permet de définir de nombreuses propriétés physiques et moléculaires d'un objet sans même avoir à interagir directement avec. La spectroscopie infrarouge permet de déterminer la présence de groupements fonctionnels dans les molécules organiques. Pour cela, on illumine un composé à l'aide d'un rayonnement infrarouge. Ce dernier est séparé en deux faisceaux. L'un d'eux traverse le composé, tandis que l'autre traverse un composé de référence. Les faisceaux sont ensuite redirigés sur un capteur qui va les comparer. Chaque élément a son propre taux d'absorbance ou de transmission. À l'aide de ces informations, on trace la courbe de l'évolution de l'absorbance ou de la transmittance du composé en fonction de la fréquence ou plus généralement du nombre d'ondes. Une fois la courbe tracée, on observe les pics caractéristiques correspondant à une certaine liaison en fonction du nombre d'ondes, de leur épaisseur et de leur intensité. Le taux d'absorbance des espèces chimiques varie d'une molécule à l'autre. Elle est due aux liaisons chimiques présentes au sein de la molécule qui vibrent à une certaine fréquence imposée par le rayonnement infrarouge qui le traverse. On dit qu'elles entrent en résonance. Cette fréquence de vibration est induite par les atomes composant la liaison, mais aussi par son environnement. Lorsque les liaisons sont en résonance, les molécules absorbent l'énergie apportée par le rayonnement infrarouge et par conséquent la transmission et donc l'intensité du signal reçu diminue. Par exemple, voici le spectre de transmission du pentanol obtenu par spectroscopie IR. On peut reconnaître les liaisons OH de la famille alcool grâce au pic situé entre 3200 et 3400 cm-1. Cependant, nous n'allons pas nous intéresser à la spectroscopie infrarouge en général, mais à la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier. Ce qui la démarque, c'est bien entendu l'utilisation de la transformée de Fourier pour obtenir le spectre d'absorption. Pour faire court, la transformée de Fourier est un outil mathématique qui permettra le traitement de l'information ondulatoire. Nous y reviendrons plus tard. L'utilisation de cette transformée de Fourier implique deux conditions. Dans un premier temps, l'utilisation d'un interféromètre de Michelson, un autre dispositif de spectroscopie. De plus, le spectre est limité entre 100 cm-1 et 10 000 cm-1. Malgré ces conditions, la spectroscopie IRTF est très utilisée car elle permet des mesures plus rapides et plus précises, qui peuvent être encore accélérées avec l'utilisation de la transformée de Fourier rapide. L'interféromètre de Michelson est un système permettant de faire varier la longueur d'onde d'un faisceau lumineux traversant un composé situé à proximité. L'expérience se déroule comme suit. On projette depuis une source lumineuse un rayon d'intensité I sur une lame séparatrice qui va le séparer perpendiculairement en deux rayons d'intensité I sur 2. Le premier va être projeté sur une surface réfléchissante fixe située à une distance d du point de contact entre le rayon d'origine et la lame. Il va ainsi être entièrement réfléchi et parcourir une distance 2d avant d'atteindre à nouveau la lame séparatrice. Le second rayon va effectuer le même principe de trajet, mais cette fois-ci perpendiculairement au premier, et la distance au miroir est de d plus x, avec x une distance qui va varier car le second miroir a la particularité d'être mobile. Les deux rayons vont donc revenir à leur point de départ. La lame séparatrice va ensuite les additionner et les faire repartir vers le bas dans notre graphique. Lorsque ces deux rayons s'additionnent pour n'en former qu'un, le second rayon a été potentiellement déphasé par rapport au premier. En effet, les deux rayons ont la même intensité, mais ils ont parcouru une distance différente de 2x, qu'on va appeler différence de marche. Or, on sait que deux ondes peuvent s'additionner mais aussi se soustraire et même interférer lorsqu'elles se rencontrent. Le rayon que l'on obtient en additionnant I2 et I3 n'est donc pas le même que le premier rayon. Pour comprendre plus aisément ce qu'il se passe, nous allons nous pencher d'un point de vue ondulatoire sur le problème. Nous avons deux ondes d'intensité I sur 2 qui s'additionnent. Elles sont en phase lorsqu'elles ont parcouru la distance 2D,
mais la seconde a parcouru une distance de 2x en plus. Elles sont donc déphasées de 2x. C'est une idée que l'on peut facilement comprendre avec le graphique. À l'instant t1, la première onde se trouve au point 2D. À l'instant t1, toujours, la deuxième onde se trouve, elle, au point 2D plus 2x. Lorsqu'elles s'additionnent, elles n'ont donc pas la même intensité qu'au début, c'est-à-dire plus i sur 2. L'onde finale n'est plus la même. On comprend donc aisément que I3, qui est l'onde finale, va varier entre 0 et son intensité initiale I, quand la différence de marche varie entre 0 et lambda plus 2 capi, avec lambda la période spatiale. Bref, revenons-en à l'expérience. Le rayon final est donc modifiable, et c'est là le grand intérêt de l'interféromètre de Michelson. On va pouvoir projeter sur l'échantillon un rayon dont on va pouvoir aisément modifier les propriétés, simplement en faisant varier la distance x, et donc en faisant interférer les deux rayons I1 et I2. Une fois le rayon final projeté sur l'échantillon, c'est comme en spectroscopie classique. L'échantillon va laisser passer ou non certaines longueurs d'onde et on va pouvoir récupérer ces informations avec un détecteur placé derrière l'échantillon. Dans la pratique, on va faire varier constamment la différence de marche et recueillir un maximum de données au cours de cette variation. C'est là qu'on voit l'intérêt principal de l'interféromètre de Michelson. Au lieu de changer de laser, on va pouvoir modifier une distance x pour avoir des longueurs d'onde différentes projetées sur l'échantillon. On obtient ainsi grâce au détecteur une intensité en fonction de la différence de marche. Or, comme nous l'avons dit au début, en spectroscopie on souhaite obtenir une intensité, absorbance ou transmittance en fonction des longueurs d'onde transmises. Pour résoudre ce problème, on va utiliser un outil mathématique particulièrement utile en physique, la transformée de Fourier. Avant de passer à la suite, on va donc se pencher un peu sur le problème. La décomposition de Fourier s'appuie sur les fonctions trigonométriques, par exemple la fonction sinus. Pour chaque entier n, on regarde la fonction qui a x entre 0 et 1 associe sin npx. On peut également sommer des fonctions sinus ou ajouter des coefs, et ainsi obtenir tout type de courbe. Toute fonction f sur intervalle 0,1 se décompose en somme infinie de sinus. Pour la spectroscopie et RTF, on s'intéressera à la transformée de Fourier en cosinus qui a cette forme, car elle permet de représenter des sinusoïdales. L'expression de l'intensité en sortie de capteur peut aussi être calculée ainsi, avec I l'intensité en fonction de la différence de marche et B le spectre en fonction de la longueur d'onde. On peut donc remarquer que l'intensité en fonction de la différence de marche n'est que la transformée de Fourier en cosinus des différentes longueurs d'onde du spectre. Cependant, grâce au capteur, nous connaissons déjà I, c'est donc B que l'on cherche à calculer. Étant donné que la transformée de Fourier est réversible et a aussi comme propriété d'inverser les unités, on obtient grâce à la transformée de Fourier inverse ce qui nous intéresse. Le spectre d'absorption en fonction du nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde. Ce calcul est évidemment effectué par ordinateur. Pour l'IRTF, on utilise donc la transformée de Fourier inverse. En ça, l'IRTF est déjà plus rapide, mais étant donné que les données récupérées sur le capteur ne sont pas continues mais discrètes, grâce au déplacement régulier du miroir mobile, on peut alors utiliser une autre variation, la transformée de Fourier appelée la FFT, Fast Fourier Transformation, permettant d'aller jusqu'à 100 fois plus vite que la transformée de Fourier classique. On obtient donc notre graphique de l'intensité en fonction de la longueur d'onde, ou plus précisément du nombre d'ondes. On n'a plus qu'à utiliser les tables de données pour connaître les différentes caractéristiques de notre échantillon. Pour récapituler, la spectroscopie IRTF est la combinaison d'un moyen technique, l'interféromètre de Michelson, et d'une formule mathématique, la transformée de Fourier et ses dérivés, afin d'étudier des spectres d'absorption de divers éléments qui soient liquides, gazeux ou solides pour identifier leur composition et leurs caractéristiques. Mais ce qui fait la popularité de cette technique, c'est avant tout sa précision et sa rapidité inégalée sur son domaine d'étude. C'est grâce à cette efficacité que la spectroscopie IRTF est très répandue dans des domaines comme les matériaux pour par exemple repérer leurs défauts, l'environnement afin d'étudier les polluants et contaminants, la microélectronique pour caractériser les différents composants, mais aussi la médecine, la géologie et beaucoup d'autres disciplines.